Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonjour, merci d'être avec nous, de nous retrouver tous les jours de 17h à 19h avec Philippe David. Ça va mon Philippe David? Ça va très bien Cécile, je vous ai écouté hier au Salon Rent, ouais. C'était vraiment super. Et puis après j'ai zappé, j'ai mis la télé, j'ai regardé une série qui s'appelle DSG. Vous connaissez? Non. Désastre Saint-Germain. C'était voilà. extraordinaire, une équipe où les attaquants sont pas capables de cadrer un tir, où le gardien a la main molle comme une sèche qui aurait trop cuit. C'était fabuleux, et quand je vois les vraies voix, je me dis qu'on vous met, vous et moi, au milieu de terrain, devant, on met nos 3 vraies voix du jour. Je peux vous dire que ce serait pas pire. Et qui serait le goal alors? Vous vous souvenez quand même Le goal, on peut mettre... Vous vous souvenez que je supporte le PSG quand même? Vous vous souvenez ça? Oui, mais il y a marqué par en vrai. Ah oui, il y a par vrai, d'accord. Moi aussi je supporte, mais là je les supporte plus. D'accord, ça tombe bien. Alors je veux votre avis sur le tifo. Ouais. Non mais ça fera un débat. On va en parler. Ouh là, malheureux, on va en parler, mais... bien entendu. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer, comme dit quelqu'un qu'on connaît. Allez, 0826 300 300, vous souhaite la bienvenue au sommaire de cette émission. Le grand débat du jour, c'est à 17h30. Bruno Retailleau se rend chez Michel Barnier avec son collègue de la justice, Didier Migaud, aujourd'hui pour une mobilisation immédiate contre le narcotrafic. La DGSI a détecté un policier qui vendait sur le Darknet des informations ultra confidentielles dans la mafia marseillaise, a révélé le ministre de l'Intérieur. C'était ce matin au micro de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Alors parlons vrai, est-ce que la pieuvre du narcotrafic a infiltré les services de l'État? Est-ce que cela valide la thèse de la mexicanisation ou de la colombianisation de la France qui serait en cours? Et à cette question, infiltration des GSI, magistrats menacés, les narcotrafiquants ont-ils un pouvoir sans limite? Vous dites oui à 81%, vous voulez réagir, Aude attend vos appels au 0826 300 300. Notre invité Christian Flech sera avec nous, ancien directeur de la police judiciaire de Paris. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h40, un tifo aux couleurs de la Palestine déployé hier au Parc des Princes. Une immense banderole représentant un drapeau palestinien ensanglanté, le drapeau du Liban, la ville de Jérusalem, des chars ou encore des personnes portant des kéfiers avec un slogan Free Palestine. Le PSG indique ne pas avoir été mis au courant de ce projet d'affichage. Alors parlons vrai, avez-vous été choqué par ce tifo lors du match PSG Atlético Madrid? Faut-il bannir les groupes de supporters ayant fait ce tifo comme ont été bannis ceux de la tribune Boulogne quand ils avaient dépassé les limites? Et à cette question, banderole pro-Palestine, faut-il sanctionner le PSG? Vous dites oui à 71%, vous voulez réagir? Que vous soyez supporter du PSG, de l'OM, du TFC, de l'OGC Nice ou de l'OL, Aude attend vos appels au 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe. Bonsoir Cécile, ravi de vous savoir là jusqu'au moins 19h. Pas comme hier où vous nous avez quittés. Bah oui, mais malheureusement, le travail, monsieur Philippe Bilger. Mais il s'est débrouillé, il faut être juste. On lui met combien sur 20? Il a été très bon hier, 17, 18. C'est sympa. Et à aucun moment, comme tant d'animateurs, il a dit « je suis le meilleur ». D'accord. Non, mais ça avec Cécile, on a un duo comme Papin Cantona, vous voyez ce que je veux dire, Henri Trezeguet. Vous avez remarqué on que est plus sorti efficace. de la nourriture et du football, c'est la vie de Philippe David. Si vous voulez, Dupont et Tamac. Michael Sadoun est avec nous, chroniqueur et consultant. Bonsoir Michael, merci d'être là. Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. Bonsoir. Bonsoir à tous. On peut saluer quand même l'exploit de Brest hier soir quand même, parce que c'est le petit poussé qui a battu le Sparta de Prague et qui fait qui vraiment et qui est premier. Et qui est premier. Exactement, c'est extraordinaire. Donc à partir de maintenant, tout le monde dit ce qu'il veut quand il veut, c'est ça. D'accord. Non mais vous le dites, moi ça me dérange pas du tout. On change les règles. Ils ont réussi à imposer le foot comme culture. Ils ont gagné 2. David est avec nous, 0826 300 300, qui nous appelle de Saint-Gaudens. Bonsoir David. Bonsoir. Oui, bonsoir à toute l'équipe. Votre coup de gueule justement sur ce tifo hier soir au Parc des Princes pendant le match PSG Atlético de Madrid. Oui, tout à fait, un coup de gueule. Alors j'entendais Philippe qui disait qu'il faut punir les supporters comme on a puni ceux du COP de Boulogne avec les fameuses banderoles des consanguins, etc., etc. Donc oui, il faut punir les supporters. Mais à un moment donné, il va falloir aussi punir les financiers du PSG, c'est-à-dire le Qatar. On sait tous que le Qatar finance le Hamas, finance les frères musulmans, mais on les laisse diriger le club de la capitale. Et lorsqu'ils disent qu'ils n'étaient pas au courant de ce tifo, comment ils ne peuvent pas être au courant du tifo? Moi, j'ai été membre de club de supporters de rugby. La moindre banderole, on venait vérifier ce qu'il y avait écrit dessus. Donc c'est totalement inadmissible, d'autant plus que sur cette banderole. Alors ces deux accusations, c'est deux choses totalement différentes. C'est là, on est vraiment sur le tifo en fait. On n'est pas sur. C'est de ça dont on parle. Oui, mais le tifo, c'est qui, Cécile, derrière? C'est le PSG et c'est les financiers. Et d'autant plus que ce tifo est inadmissible parce que le I est recouvert d'un kéfier et à la forme d'Israël. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas Free Palestine, en fait. C'est un tifo de support
aux terroristes du Hamas et pas autre chose. Et donc c'est totalement inadmissible de retrouver ça sur un terrain de sport. Est-ce que vous pensez que vous, alors Philippe Bilger, ça veut dire qu'il faut interdire aujourd'hui les tifos, on en parlera tout à l'heure, mais... mais moi je ne serais pas hostile à une interdiction, absolument. Et il n'est pas neutre que tout de même ça se passe dans le PSG du Qatar, ce qui n'interdit pas certains supporters obsessionnels du PSG de trouver que tout ça est très bien. Mickaël Sadoun. Parlez pas de moi, donc ça va. Mickaël Sadoun. Je suis très d'accord avec notre auditeur qui a très bien parlé, mais je suis pas du tout pour l'interdiction de ces tifos. Je ne suis pas un grand fan de foot, mais je trouve que ça fait quand même partie du folklore, et j'en ai marre en fait de l'interdiction systématique de certaines choses parce que certains excèdent en fait de leur liberté. Bah oui, malheureusement. Il faut de la sanction, pas de l'interdiction. Mickaël, c'est interdit avant. C'est interdit d'avoir des slogans politiques. Après, qui sanctionnait? Non, mais qui sanctionnait? Les clubs de supporters qui ont amené ça. Ah bah écoutez, les gens qui sont en dessous ne sont pas tous responsables. On est d'accord, mais il y a des clubs de supporters aussi. Ouais, c'est pour ça que moi je pense que le sport, les stades de foot, ça doit être comme l'école, c'est-à-dire la politique hors des stades, hors du foot. On a vécu un moment génial avec les JO, notamment pourquoi? Parce qu'enfin on n'a pas parlé de politique. Je suis d'accord. Donc là-dessus, franchement, politique hors du stade. Merci David, vous restez avec nous, vous êtes notre vraie voix du jour jusqu'au qui c'est qui l'a dit. Oui. Et vous le savez, c'est l'épreuve importante. Quand on passe le qui c'est qui l'a dit, on peut tout faire après. Un match de Ligue des Champions, c'est tellement facile par rapport au qui c'est qui l'a dit. Easy. Dans un instant, le réquisitoire du procureur. Monsieur le procureur. Je vais mélanger, si j'ose dire, le beau discours de Kamala Harris avec ce qui s'est passé à Chicago. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 19h, pardon. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, vous le savez, Sud Radio et Worldwide. On nous écoute partout, mais bien sûr, arrêtez de rire, Philippe David, je dis des choses sérieuses pour une fois. Mais c'est vrai. Mais oui, mais bien sûr que c'est vrai. Sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, voilà, et c'est tout. Et sur, vous êtes abonné à tout? Oui, et vous permettez, je salue nos auditeurs au Québec, parce qu'on a des auditeurs au Québec, et là, c'est l'heure du déjeuner pour eux, presque, et ils écoutent les vrais voix en déjeunant pour certains d'entre eux. Moi, j'adore votre compte Instagram, il faut que les gens s'abonnent, toujours des interventions pertinentes, et je crois même que vous avez mis une citation de moi, donc je vais vous dire, c'est vraiment un excellent compte Instagram. Très bien. Non, le compte Instagram de Sud Radio. Ah bon, pardon, parce que j'allais dire, je mets des citations de Mickaël. Il va vous demander des droits d'auteur. C'est peut-être pour ça que j'ai eu une chute, je sais pas. Tout le monde s'est désabonné. Mais qui est cette personne? Pardon. Les trois mots dans l'actu. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. De quoi parle-t-on dans un instant? Il y a d'Emmanuel Macron qui appelle l'Europe à ne pas rester herbivore dans un monde de carnivores après l'élection de Donald Trump. Des températures aussi, elles devraient atteindre en 2024 la fameuse hausse d'1,5 degré fixée par la COP21 de Paris, c'était en 2015. Et puis de Kylian Mbappé, Didier Deschamps refuse de le convoquer pour 2 nouveaux matchs de l'équipe de France. Et il refuse aussi de dire pourquoi. Pour le moment, en 3 mots, ça donne carnivore, climat et absence. On en parle dans un instant. En attendant, la parole est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est sur les États-Unis que vous voulez requérir, monsieur le procureur, le beau discours de Kamala Harris. Oui, comme elle a été une mauvaise candidate sur le plan politique et qu'elle a été largement battue, j'ai voulu, compte tenu de mon caractère bienveillant, dire un peu de bien de cette candidate. Bravo d'approuver, ma chère Cécile. J'aurais pas dit ça tout de suite, mais... Elle a en effet fait un discours digne, pas fulgurant, mais elle a concédé sa défaite. Elle ne pouvait pas faire autrement et elle a appelé à l'apaisement. C'est bien, d'autant plus que Donald Trump, comme il a gagné de manière éclatante, n'avait pas de raison non plus de créer du trouble. Ce qui m'a frappé, c'est le contraste entre ce discours de Kamala Harris et ce qui s'est passé à Chicago, par exemple, où des manifestants un petit peu dérangés, de mon point de vue, ont considéré, ont protesté en attaquant Trump, en le comparant avec Hitler. Il y a déjà beaucoup d'outrance en France à l'encontre de Trump. Si les Américains s'y mettent de cette manière complètement grotesque, où va-t-on? Point Godwin, Mickaël Sadoun.
Oui, bon ça, on a l'habitude, on va pas revenir dessus, c'est des accusations ridicules, mais en effet, je trouve que Kamala Harris était plutôt digne. Je vais vous dire, je trouve même, moi, c'était pas tellement mon opinion politique et c'est pas mon style non plus. Elle est dans un style très très élitaire entre guillemets. Je préfère le genre un peu plus populaire, voire populiste de Trump, je le confesse. Mais elle a été très digne, même tout au long de la campagne. Certains l'ont accusée d'être woke, moi je la trouvais pas woke, elle était plutôt de la mouvance, je dirais modérée du Parti démocrate. Donc voilà, je suis pas sûr qu'elle laissera son empreinte dans l'histoire des États-Unis, mais j'ai pas du tout d'hostilité vis-à-vis de ce personnage politique. Benoît Perrin. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je trouve elle a été digne. Elle a d'ailleurs fait une campagne relativement posée. Finalement, elle a fait une déclaration comme elle a fait une campagne. C'est-à-dire qu'on s'en souviendra pas. Elle n'a pas eu beaucoup de temps non plus. Mais elle n'a pas eu beaucoup de temps non plus. Non, il a eu 3 mois. Elle a eu 3 mois pour faire campagne. 100 jours. Voilà. Donc 100 jours, c'était difficile. En général, 100 jours, ça se termine toujours mal. Depuis Napoléon. Et à nouveau. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur le procureur. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont carnivore, climat et absence. Quelle réponse européenne après l'élection de Donald Trump? Emmanuel Macron en appelle à ne pas rester herbivore dans un monde de carnivores. On ne sait pas si le sommet européen s'est terminé par un barbecue. Sans transition, ou presque, une année record côté température. Plus 1,5 degré selon l'observatoire Copernicus. 2024 devrait atteindre, voire dépasser ce seuil symbolique 9 ans après la COP21. Et puis 2 nouveaux matchs des Bleus, toujours sans Kylian Mbappé. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais c'est mieux comme ça, point barre, explique en gros Didier Deschamps, toujours aussi bavard. Les vraies voix Sud Radio. Quand un adepte du Big Mac et des mesures protectionnistes parvient à se faire réélire triomphalement à la présidence des États-Unis, eh bien, les dirigeants européens se réunissent pour coordonner leurs réponses. Et bon, pour résumer trivialement, le mot d'ordre, c'est « Ne soyons pas des bisounours », idée développée notamment par Emmanuel Macron. Charal. Alors oui, c'est l'idée, effectivement. On l'écoute, s'il vous plaît. Emmanuel Macron. Comme plusieurs, j'ai eu l'occasion hier d'avoir le président élu Donald Trump, qu'on est quelques-uns autour de cette table à avoir connu il y a 4 ans de cela dans ses précédentes fonctions. Il a été élu par le peuple américain et il va défendre l'intérêt des Américains. Et c'est légitime et c'est une bonne chose. La question, c'est est-ce que nous, on est prêt à défendre l'intérêt des Européens? Au fond, pour moi, c'est simple. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Et nous serons un marché pour eux. Je ne veux pas être agressif, je veux juste qu'on sache se défendre sur chacun de ces sujets. Mais je n'ai pas envie de laisser l'Europe comme un formidable théâtre habité par des herbivores que des carnivores, selon leur agenda, viendront dévorer. Voilà, Emmanuel Macron a 2 doigts d'aller tweeter la photo de son entrecôte en mentionnant Sandrine Rousseau, pourfendeuse du virilisme des amateurs de grosses viandes. Plus sérieusement, les Européens ne doivent pas déléguer pour l'éternité leur sécurité aux Américains, aussi lancé le chef de l'État lors de ce sommet de la communauté politique européenne. Une Europe fragilisée aussi par la crise politique en Allemagne, où la coalition entre les sociodémocrates et les libéraux vole en éclats suite au limogeage du ministre des Finances. Certains appellent le chancelier Scholz à démissionner, à convoquer de nouvelles élections outre-Rhin. Philippe Bilger, est-ce que là, les moutons, ils ne vilipendent pas la politique européenne Ursula von der Leyen, qu'il soutient d'ailleurs corps et âme? Oui, alors peut-être suis-je en contradiction avec ce que vont dire nos honorables chroniqueurs, mais je ne parviens plus à faire confiance tout de même à Emmanuel Macron qui est un adepte du verbe volontariste et absurdement faussement drôle, alors que la situation pour la France est catastrophique et qu'on va, pardonnez-moi pour la vulgarité, elle va en baver certainement avec Donald Trump. Mickaël Sadoun. Alors moi, c'est même pas l'inconsistance d'Emmanuel Macron, c'est son incohérence profonde avec ce qu'il est. Il parle d'un monde d'herbivores, mais il est le pur produit de ce monde d'herbivores. Emmanuel Macron est l'enfant de Jacques Attali et d'Alain Minc. Il était le porteur d'une mondialisation heureuse, on va tous être copains, les nationalismes c'est méchant, c'est très grave, ça conduit à la guerre. Il a été celui qui a vendu la branche énergie d'Alstom aux Américains par pure naïveté et par ignorance en fait des soucis stratégiques de la France. Donc je trouve que c'est très ironique aujourd'hui de le voir dans cette posture. Il n'est pas crédible, il n'est pas un homme fort, contrairement à visiblement ce qu'il veut penser. Donc je pense qu'il n'est plus adapté à l'époque. Et d'ailleurs, il pêche encore par naïveté quand il parle d'Union européenne. Benoît Perrin. L'élection de Trump, ça me fait un peu penser à l'élection de Sarkozy, vous savez, en 2007 exactement. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a l'impression qu'on a des responsables politiques qui vivent, enfin qui sont des gestionnaires,
Et quand on a vu Sarkozy arriver, je dis pas qu'il a fait de grandes choses. Trump, on verra. Mais ce qui est frappant, je trouve, avec le retour de Trump, c'est qu'on a l'impression qu'effectivement, la politique retrouve en quelque sorte ses lettres de noblesse. C'est-à-dire qu'on sait que c'est quelqu'un qui va agir. Absolument. Et pourquoi la France crève, c'est notamment, je crois, parce qu'on a des dirigeants qui ne prennent jamais aucune décision, ou plutôt des décisions qui vont toujours dans le sens du vent. Et je crois qu'avec Trump, effectivement, notamment d'un point de vue économique, on a peut-être l'occasion d'y revenir dans d'autres émissions, je pense qu'effectivement, on risque de mordre la poussière parce qu'on n'est pas préparé à la compétition internationale qu'il va effectivement provoquer. Et le deuxième mot, climat, 2024 s'annonce comme une année record selon l'Observatoire européen Copernicus. Une hausse des températures d'1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. L'année en cours est partie pour atteindre et très certainement dépasser ce seuil symbolique des accords de Paris de 2015. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Laurent Fabius à l'époque, et cette COP21, c'était donc il y a 9 ans, il y a un siècle, une éternité. D'ailleurs, on parlait de l'élection de Trump, on se souvient qu'il s'était retiré de ces accords de Paris, même si Joe Biden a été revenu sur la mesure. En tout cas, ce seuil symbolique marque une nouvelle étape dans les records de température mondiale, souligne le communiqué de Copernicus, qui en appelle à revoir à la hausse les ambitions de la COP29. Elle s'ouvre lundi en Azerbaïdjan, à Bakou. Un mot sur la COP 29. Je laisse Benoît, qui est également un spécialiste de la COP. Une phrase. L'État considère en tout cas qu'on va devoir consacrer à partir de 2030 60 milliards à la transition énergétique, 30 milliards qui viennent du privé, 30 milliards qui viennent du public. 30 milliards, c'est 3 fois par an le budget de la justice. Et c'est ce qu'on cherche, non, un peu comme argent en ce moment, non? Notamment. Bon, je dis ça, je dis rien. Non, mais je veux dire que c'est pas une paille, quoi. Oui, c'est pas, bien sûr. Allez, le troisième mot. Troisième mot, absence, celle de Kylian Mbappé pour 2 nouveaux matchs de l'équipe de France. Oui, il était déjà absent le mois dernier et de nouveau, donc le capitaine des Bleus n'est pas convoqué pour les rencontres de Ligue des Nations, le 14 novembre contre Israël et le 17 face à l'Italie. Cette décision n'est pas liée à l'affaire suédoise, précise en tout cas le sélectionneur Didier Deschamps, sans vraiment dire plus. J'ai eu plusieurs échanges avec lui, j'ai réfléchi et j'ai pris cette décision sur ce rassemblement-là, bien évidemment, parce que je pense que c'est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter, voilà, ce que je peux vous dire, c'est 2 choses. 1, que Kylian voulait venir, et 2, que ce n'est pas les problèmes extra-sportifs qui rentrent en ligne de compte à partir du moment où... Donc c'est un choix qui est ponctuel pour ce rassemblement avec les 2 matchs qui nous attendent. Voilà, heureusement qu'il fait du foot, Didier Deschamps. Il était à 2 doigts de répondre par la main aux journalistes qui voulaient en savoir un peu plus. Philippe Bilger, si c'est pas extra sportif, est-ce que c'est pas les performances de Mbappé? J'ai regardé avant-hier Real Madrid Milan AC, il a été transparent. Bien sûr, et Didier Deschamps commence à m'agacer, parce que d'abord, l'équipe de France joue très mal. Il faut être clair, depuis les derniers matchs, et ensuite il me parle pour ne rien dire. Didier Deschamps, il dispose comme ça. Non, mais franchement, je suis énervé par Didier Deschamps. Ça vous étonne pas de dire que ça n'est pas extra sportif, comme par hasard, c'est 2 matchs contre Israël où il ne sera pas là? Israël, l'Italie. Oui. Clairement, non, mais c'est vrai que d'abord, c'est vrai que Deschamps, je pense qu'on en a tous un peu marre. On aime le foot aussi pour le spectacle et pas uniquement pour le résultat. Et en plus, ces derniers temps, avec lui, on n'a même pas le résultat. Enfin, si, on a quand même été demi-finaliste de l'Euro et finaliste de la Coupe du Monde. Là, je vais prendre la défense de Deschamps. On était quasi favoris à chaque fois. C'est une vraie déception. On va pas. Puis deuxièmement, la langue de bois. Alors là, pour le coup, vraiment, Didier Deschamps, il aurait dû faire de la politique. Il est expert en langue de bois, mais depuis toujours. Il parle souvent pour ne rien dire. Bon, écoutez... Mickaël Sadoun, un mot, vous qui n'êtes pas très footeux? Je suis pas très footeux, mais moi j'apprécie plutôt le bilan entre guillemets de Didier Deschamps sans vraiment connaître ses dispositions de caractère. Il est globalement positif, comme disait Georges Marchais. Il est globalement positif, exactement. Il disait ça du communisme, c'est pareil. Alors le bilan de Didier Deschamps est globalement positif. Puis derrière, après, moi je regarde Mbappé quelque part comme un people et il y a quelque chose chez lui qui relève de l'ange déchu. C'est assez intéressant. Il y a quelques années, il était l'idole de tous et puis petit à petit, on voit que peut-être la célébrité et l'argent, même très bien géré par un caractère intelligent et une famille qui l'entoure visiblement pas si mal, je sais pas, ça l'a transformé au regard du public, ça a fait quelque chose de lui, quelque chose de Et différent. c'est bien de parler de lui comme d'un ange déçu, c'est plus plausible que Naël. Exactement. Oui, on est d'accord. Merci en tout cas, messieurs. Vous restez avec nous dans un instant. Michel Barnier qui reçoit le ministre de l'Intérieur et Migaud, son homologue à la justice, pour une mobilisation
immédiate. Pendant ce temps, un policier est pris en flagrant délit de vente d'infos secrètes à la mafia marseillaise. Le narcotrafic a-t-il été infiltré par nos institutions? Alors parlons vrai, est-ce que la pieuvre du narcotrafic a infiltré les services de l'État? Est-ce que cela valide la thèse de la mexicanisation, voire même de la colombianisation qui serait en cours de la France? Et à cette question, infiltration des GSI, magistrats menacés, les narcotrafiquants ont-ils un pouvoir sans limite? Vous dites oui à 83%, vous voulez réagir? Aude et les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Une petite question cash à Christian Flech qui est avec nous, ancien directeur de la police judiciaire de Paris. Est-ce qu'on peut, en tant que policier, être finalement corrompu parce qu'on est menacé? Alors c'est toujours possible, bien sûr, mais bon, il y a d'autres formes de corruption et on peut aussi être corrompu sans être menacé. On en parle dans un instant. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. La Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Et ça fait chaud au cœur parce que on travaille un petit peu quand même avec Philippe David. Hein, oui. Dès le matin, on s'appelle. Dès le matin, dès on se lève, on travaille jusqu'à 20h. Pas d'être trop minet, mais un peu plus tard. Avec autour de la table Philippe Bilger qui est avec nous, Benoît Perrin et puis Mickaël Sadoun. Et vous au 0826 300 300. Bienvenue à tous. On est ensemble jusqu'à 19h. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le narcotrafic représente une menace aussi grave que le terrorisme islamiste. Ce sont les mots du ministre de l'Intérieur qui compare les caïds aux barbus. Le narcotrafic est en train d'envahir tous nos territoires. Le bad, je suis en pleine redescente, ça va pas du tout. Il y a ces narco-racailles qui engagent des gamins, qui transforment en soldats, en assassins, et qui sont tués dans des conditions abominables. Tu veux la drogue? Soit il y a une mobilisation générale pour ce grand combat qui prendra des années, mais on le gagnera, soit il y a la mexicanisation du pays. Bien, comme je vous le disais, se droguer c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. C'est Marcel Bébé. Et Bruno Retailleau se rend aujourd'hui chez le Premier ministre avec son collègue de la justice, Didier Migaud, aujourd'hui pour une mobilisation immédiate contre le narcotrafic. La DGSI a donc détecté un policier qui vendait sur le Darknet des informations ultra confidentielles de la mafia marseillaise. C'est ce qu'a révélé le ministre de l'Intérieur ce matin. C'était au micro de Jean-Jacques Bourdin. Alors parlons vrai, vitons les prémices de la France qui serait en train de devenir un narco-État. Est-ce que la situation peut encore être inversée ou est-ce déjà trop tard? Et à cette question, infiltration des GSI, magistrats menacés, les narcotrafiquants ont-ils un pouvoir sans limite? Vous dites oui à 83%, vous voulez réagir? Aude et les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Notre invité exceptionnel, Christian Flech, est avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Ancien directeur de la police judiciaire parisienne, Philippe Bilger. Eh bien, pardon. Non, mais non, j'allais dire ce sujet qui revient en boucle depuis des mois. D'abord, et je sais que je peux convaincre au moins sur ce plan-là, on a un ministre de l'Intérieur qui, par rapport aux prédécesseurs, qui n'étaient pas forcément médiocres, entendons-nous, non seulement ne se contente pas du verbe, mais à l'évidence met en œuvre des actions. Et le Premier ministre n'est pas indifférent à tout cela, et lorsqu'il réunit, vous l'avez dit Cécile, Philippe, le ministre de l'Intérieur avec le garde des Sceaux, c'est évidemment pour démontrer qu'une complémentarité absolue doit exister. Mais ma seconde et dernière observation, c'est le fait de dire que, bien sûr, des forces régaliennes, où qu'elles se trouvent, sont menacées par cette mexicanisation, si vous mexicanisation, et que elle est exacte, et que ça n'est pas le verbe qui doit faire peur, mais la réalité qu'il dénonce. Mais nous avons également le phénomène de corruption au sein de ceux qui sont chargé de servir la défense du citoyen. Et donc la corruption existe dans les deux bouts de la chaîne. D'ailleurs à Marseille, rappelez-vous, il y a des mois, les magistrats, les fonctionnaires de police, tous ceux qui travaillaient avaient poussé un cri d'alerte qui avait constitué peut-être la première prise de conscience véritable de ce qui se passait avant l'arrivée de Bruno Retailleau. Mickaël Sadoun. Moi, je suis épaté par le volontarisme politique de Bruno Retailleau.
à défaut d'être Premier ministre, il est vraiment devenu le premier des ministres et on le sent très bien. Il est toujours au centre de l'actualité. Il a le courage de la parole et il a d'abord cette fonction, je dirais, de mettre des sujets sur la table. Et j'ai l'impression que depuis qu'il est ministre, on apprend même beaucoup de choses et il y a beaucoup de nouveaux sujets sur la table en matière d'immigration, de sécurité, plus de transparence peut-être. Beaucoup plus de transparence. Et puis il lance des sujets. Mais évidemment, et je pense que c'est une excellente première étape pour apporter des solutions idoines. Après, est-ce que le Parlement lui permettra d'aller aussi loin qu'il le veut? Je l'espère sincèrement parce que, comme je l'ai déjà dit, je pense que c'est le dernier coup politique avant Marine Le Pen. Voilà. Et que Bruno Retailleau est la dernière cartouche des partis, je dirais, traditionnels. Benoît Perrin. Moi, j'espère, je partage aussi ce qui vient d'être dit, j'espère juste qu'il n'aura pas comme dans son équipe un adversaire, quelqu'un qui va jouer contre son camp, c'est-à-dire Monsieur Migaud. J'espère vraiment qu'ils vont travailler de concert et on sait qu'ils ont des approches un peu différentes. Alors, pour l'instant, c'est que des approches dans les mots. Manifestement, Monsieur Migaud n'aime pas tellement les termes employés par Monsieur Retailleau. Bon, mais en tout cas, peu importe les mots, on espère surtout qu'ils vont travailler vraiment de concert, parce que pour lutter contre... On a l'impression de vivre une série Netflix. Enfin, je ne sais pas si vous avez cette impression-là. Je sais pas si vous regardez cette excellente série qui s'appelle Narcos, où en fait on voit la vie du trafiquant Escobar. Et on voit exactement, quand on lit les journaux français, exactement la description de cette série. C'est-à-dire à la fois la violence, c'est-à-dire la violence entre les gangs. Ça se traduit par de la torture, ça se traduit par des assassinats pour en fait contrôler le marché. Et puis deuxièmement, ça se traduit par la corruption. La corruption va y venir des policiers, du personnel pénitentiaire, des douanes, des dockers sur les ports où effectivement ils déplacent pour éviter les containers, pour éviter que justement d'autres forces de police tombent justement sur ces stocks de drogue. Enfin, je veux dire, on a l'impression vraiment de basculer dans un monde qui est vraiment pas le nôtre, qu'on regardait avec beaucoup de distance il y a quelques temps, et maintenant c'est arrivé chez nous. Donc oui, on espère vraiment qu'on va mettre le paquet. Mais Christian Flech, ancien directeur de la police judiciaire de Paris, il y a 50 ans, la première équipe à peu près démarrait à Marseille sur le trafic de drogue. Qu'est-ce qui s'est passé en 50 ans en fait ? Alors vous avez raison de parler de Marseille, puisque demain d'ailleurs je crois que le ministre sera là-bas, et parce que l'association des hauts fonctionnaires de la police aussi a fait un rapport historique sur la vision de Marseille depuis la French Connection et puis les premiers laboratoires à Marseille il y a 50 ans jusqu'à maintenant du narco-banditisme et puis des exécutions un peu partout. Donc c'est pas un phénomène nouveau et l'inconvénient quand je vous écoute, c'est que tous ces sujets, on en a déjà parlé il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a même 3 mois, etc. Notamment avec l'évasion d'Amra. Le fugitif dont l'équipe a tué 2 agents de pénitentiaire de sang-froid et dont on découvre aussi qu'en prison il avait X téléphones portables et qui commanditait des meurtres. Donc c'est pas un phénomène nouveau et il faut, j'espère, qu'on ira au-delà des événements pour arriver sur quelque chose sur du concret et du long terme. Voilà. Après, est-ce qu'il faut bouleverser tout le corpus juridique ? Je ne sais pas. De toute façon, ce sera forcément compliqué politiquement dans les assemblées qu'on a. Il y a des propositions qui sont faites. Bien sûr, il y a toujours des propositions. Maintenant, il y a aussi l'existant. Il faut peut-être travailler avec les textes qui existent. Philippe Bigère le sait, il y a tout un tas de textes qui existent et qu'on peut faire. Voilà. Donc, mais comment ça a glissé finalement ? Comment, sous nos yeux, même si au début c'était en dessous les radars, comment ça a glissé en 50 ans ? Alors c'est long, mais c'est court en même temps. Il y a beaucoup de choses. Vous avez raison, la corruption, il y a les agents pénitentiaire. Comment on peut rentrer autant de téléphones dans les prisons ? Comment Pourquoi on ne peut pas fouiller les gens qui viennent On peut sans visiter. doute, mais aussi il peut y avoir aussi avec un petit billet ou des téléphones qui rentrent. Il y a des brouilleurs, mais les brouilleurs ils peuvent être coupés. On a aussi un autre phénomène qu'il faut pas négliger. Il y a une surpopulation carcérale. C'est des vrais chaudrons les prisons. Bien sûr. Et de temps en temps, sans doute, pour calmer le jeu, il y a des stupes qui rentrent. Et puis il y a des téléphones aussi. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'émeutes dans les prisons depuis pas mal de temps, alors qu'avant il y avait une période où le chaudron retombait avec les grâces présidentielles, qui sont terminées depuis 15 ans, je pense, maintenant, ou 17 ans. Donc, la situation dans les prisons est compliquée. Il y a peut-être une tendance entre la corruption, le maintien de la paix dans les prisons. Il y a en tout cas des trafiquants qui continuent à trafiquer, mais ça fait des années aussi qu'on le sait. Et il y a les moyens. On peut mettre des brouilleurs qui fonctionnent et ça devrait résoudre le problème. Ensuite, vous voyez bien qu'on a impliqué un certain nombre de maires de petites villes dans des trafics.
Il y a un maire en Seine-Maritime qui a été relaxé par le tribunal, mais qui a été impliqué initialement. Et puis, il y a un maire dans une sous-préfecture de Lyon. Voilà. Bon, alors il y avait sa famille, mais on voit bien qu'elle a été donc mise en examen. Je crois qu'elle l'est toujours. Et moi, je me suis posé la question, comment on peut avoir un stock aussi important de stupes dans une ville où il y a 7000 habitants ou 8000 habitants? C'est commercial. Ça veut dire qu'il y a un bassin où on peut faire passer ces stupes. Donc ça veut dire que le ministre a raison, tout le territoire peut être gangréné. On parlait de la Seine-Saint-Denis, parce que c'était ça initialement, Marseille aussi. Maintenant, c'est partout. Et ça, c'est grave. Vous pensez que la guerre peut être gagnée contre les trafiquants ou est-ce que vous pensez que c'est trop tard? Appelez-nous au 0826 300 300. Je me demande s'il n'y a pas une relaxe dans l'affaire de la mer. Mais l'affaire de Normandie, oui. Voilà. De Normandie, mais pas de... Pas de Lyon. D'accord. Ouais. Est-ce que vous pensez que, si je vous comprends bien, il n'est peut-être pas nécessaire, fondamentalement, de changer l'état de droit actuel ? Moi, je pense à votre avis ? Moi, je pense que déjà, il faut appliquer les textes, il faut sans doute réorganiser. Parce que ça, et après, regarder ce qu'on peut faire. Il y a des systèmes qui fonctionnent comme la législation italienne, avec des renversements de charges de la preuve. Système qui a été mis en place pour la mafia, par exemple, dont on peut toujours s'inspirer. Mais voter des textes, c'est toujours un peu plus long. Donc déjà, on peut faire avec ce qu'on a. Et après, il faut réorganiser peut-être aussi un peu le... Réorganiser sans doute, bien sûr, parce que on a affaire à une délinquance qui est extrêmement mobile. Si je repense à Amra, il est de la région de Rouen et il est mis en examen sur des histoires à Marseille. C'est-à-dire que ça bouge beaucoup. Il y a eu un flagage, je crois, dans la Drôme, où ça avait un lien avec Marseille aussi. Donc ça bouge beaucoup et les services de police et la justice aussi doivent s'organiser de façon à pouvoir suivre cette délinquance qui bouge beaucoup. Monsieur, comment vous expliquez que justement on n'ait pas mis le paquet sur ces problèmes de drogue depuis tant d'années? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le personnel politique ne veut pas vraiment s'attaquer frontalement. Est-ce que c'est vraiment insoluble? Alors on comprend bien qu'il y a des enjeux financiers monstrueux, parce que là en l'occurrence, le trafic de drogue c'est 6 milliards. Enfin 6 milliards, c'est énorme. C'est énormissime. C'est tellement important que maintenant ça compte dans le PIB français depuis 2017, mais comme dans les pays européens depuis un certain temps. Mais autrement dit, est-ce que vous pensez que c'est un fléau qui sera quasiment insoluble, compte tenu des masses d'argent générées, traitées, ou alors est-ce que vous pensez que là, on a parlé beaucoup de l'aspect répressif. Je pense que le trafic de stupes, la lutte contre le trafic de stupes, c'est pas seulement l'aspect répressif. Et on peut pas tout attendre de la police et de la justice. Il y a un phénomène général, il y a un phénomène d'éducation. Non, mais en France, il y a un phénomène d'éducation. Les décrocheurs scolaires. Comment on peut imaginer que des enfants sont dans la rue pour faire le guet alors que sans doute ils sont pas à l'école, et donc il y a peut-être un enjeu avec l'éducation nationale. Il y a un enjeu de santé publique. Il y a un enjeu de communication aussi. De réseaux sociaux. Il y a un enjeu de communication. On en est toujours à envisager. L'autre jour, on me posait la question, est-ce qu'on doit légaliser le cannabis? Donc déjà, quand on se dit on va pas y arriver, donc on va légaliser, c'est que déjà on n'est pas parti sur les bonnes bases. Donc pour répondre à votre question, je pense que il faut que tout le monde se mette dessus, et pas seulement le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Et c'est bien que le Premier ministre se mette dans la course. Michael Sadoun. Non, si on a le temps, simplement, je regardais un rapport d'enquête sénatoriale de l'année dernière qui proposait 2 solutions qui pouvaient être intéressantes. Alors déjà, il y avait la création d'un parquet spécial. Je ne sais pas si vous considérez que c'est une bonne solution ou pas. Parquet antidrogue. La deuxième chose, c'est la réorganisation du travail, à savoir que dans certains postes stratégiques qui sont très exposés à la corruption, on fait par exemple travailler les gens en binôme, ce qui évite un petit peu plus la corruption. On fait beaucoup de turnover aussi, c'est-à-dire qu'on remplace souvent les gens, parce que quelqu'un qui est là pendant 20 ans, il est beaucoup plus exposé à avoir des relations fréquentes avec les trafiquants, donc on le remplace, disons, tous les 6 mois. Qu'est-ce que vous pensez de ces 2 solutions-là? Alors d'abord, le rapport sénatorial, il n'est pas de l'année dernière, il est du mois de mars, pour vous dire que vous avez le sentiment que c'est loin. Non, c'est 2024, c'est un rapport qui a été fait, je crois, en avril 2024. Donc, mais ça veut dire que le phénomène, il a été analysé par les sénateurs, que le ministre de l'Intérieur était sénateur, donc il le connaît forcément, et il va sans doute s'en inspirer. Est-ce qu'il faut un parquet spécialisé là-dedans? Je ne suis pas forcément convaincu, c'est assez compliqué, et Philippe Bigière pourrait mieux le dire. Je suis de votre avis. Parce qu'après, il faut répartir les affaires, on a déjà un parquet antiterroriste, et là c'était nécessaire parce qu'il y avait un vrai sujet pour juger les terroristes, et c'était le sujet d'Action Directe en 1985, je crois,
où tous les jurés populaires ont eu peur. Donc il y a des magistrats professionnels pour juger maintenant. Il y a un parquet national financier. Est-ce qu'il faut un parquet antiterroriste? Parce qu'on nous dit travaillons ensemble, mais si on fait des tuyaux d'orgue, comment ça va bien fonctionner? Et comment les parquets de France vont arriver à se mettre d'accord? On part au 0826 300 300 avec David de Saint-Gaudens. Qu'est-ce que vous en pensez, David? Bon, il y a plusieurs sujets. Tout d'abord, lorsque le ministre de l'Intérieur parle que tous les territoires sont gangrénés, j'espère que dans tous les territoires, il parle aussi du Palais Bourbon et du Palais du Luxembourg. Parce que c'est là où ça commence. Mais c'est vrai, c'est vrai. Non, parce que je vais donner un exemple. Si moi je me fais attraper en train de consommer ou de trafiquer, je vais être montré du doigt et autres. Lorsqu'un député se fait attraper, on le plaint et on parle d'addiction. Donc ça commence là, en fait. Ça commence là. Ensuite, je sais pas. C'est vrai qu'en matière d'exemple, c'est pas top. Ça, c'est sûr. Ensuite, la corruption, la corruption a toujours existé. Maintenant, le niveau des corruptions est au niveau du nombre de zéros qu'on va mettre derrière. Et enfin, alors un parquet national anti-narco, je sais pas, j'ai pas les compétences, mais il me semble qu'il y a quelques années, on a mis en place un état d'urgence sanitaire. Peut-être qu'il faudrait mettre un état d'urgence anti-narco, stupéfiant, pour permettre certaines actions. Et ensuite, pourquoi pas, on a des GIR. Alors, je pense que les GIR existent encore, mais est-ce qu'on peut pas C'est les groupes d'intervention régionaux. Voilà, est-ce qu'on peut pas en spécialiser vraiment pour le trafic de drogue, c'est-à-dire qu'on met le paquet, inspecteur des impôts, douanier, etc. Et vraiment sur la drogue, parce qu'on sait que ça se passera comme avec d'autres, c'est l'argent le nerf de la guerre, et quand on commence à peu avoir d'argent, c'est un peu plus compliqué. On va laisser répondre à Christian Flech. Il y avait aussi une mesure qui fonctionnait bien pour la jeunesse, c'est les couvre-feux en fait, qui fonctionnaient bien pour le soir. Oui, enfin les couvre-feux, ça c'est la réponse la plus facile. Après, le problème il est profond. Et c'est pas le couvre-feu qui va tout régler. Non, mais c'est une mesure qui fonctionnait bien, en tout cas dans certains. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est le consommateur. C'est un sujet qui est toujours d'actualité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On a déjà testé les amendes. À une époque, on faisait des amendes douanières aussi. C'était assez restreint, mais ça fonctionnait très bien. Parce que les douanes ont des systèmes de comptabilité qui sont plus faciles que la justice. Et le recouvrement est aussi plus facile. Mais je pense que le mal, il est effectivement, votre auditeur a raison, il y a un député et un sénateur qui ont été impliqués dans des affaires de stupes et c'est pas une très bonne chose. Ensuite, je ne sais plus la question exactement que vous me posez. Les GIR, c'est une création de 2002. On l'a fait dans tous les départements. Moi, j'étais responsable de la police judiciaire à l'époque en Seine-Saint-Denis. J'avais un GIR qui a été constitué avec des policiers, des gendarmes. À l'époque, on apprenait à travailler ensemble. La gendarmerie n'était pas encore intégrée au ministère de l'Intérieur. Ensuite, il y avait un agent des impôts, un agent des douanes. Et tout le monde travaillait avec sa propre législation et ses propres fichiers. Et ça, c'était très bon. Donc je pense que ça existe encore et c'est effectivement une très bonne façon de travailler. Il y a aussi le GIR de Paris était plus complet parce qu'il y avait un contrôleur du travail, il y avait un agent des services vétérinaires, ça pouvait permettre de faire des contrôles très très larges. Ça, il faut effectivement continuer. Je crois que le ministre a envie de le faire aussi. Absolument. Et il faut faire de la communication sur le danger des stupes et impliquer tout le monde. Merci beaucoup Christian Flech d'avoir été avec nous, ancien directeur de la police judiciaire de Paris. Je vous propose de vous garder pour le qui c'est qui l'a dit. Vous allez voir. Par rapport au concours de la police, c'est de la rigolade. Oui, c'est de la rigolade. J'ai passé il y a longtemps. Donc là, c'est un examen. Ça, on ne va pas oser vous contredire. Vous avez déjà gagné. Allez David, vous restez avec nous. On fait une petite pause. On revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Bravo pour votre score d'audience, ça devient impressionnant. Faites attention, vous allez avoir beaucoup d'ennemis. Sud Radio, parlons vrai. Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les Vraies Voix, on est ravis de vous accueillir. On a gardé un petit nouveau, Christian Flech, on l'a gardé. Voilà, le petit nouveau du qui c'est qui l'a dit. Avec David qui est avec nous. David, tout va bien ? On fait aller. Alors, je vous rappelle quand même, Philippe Bilger, Christian Flech, Benoît Perrin et Michael Sadoun. Il y a du lourd, mais je pense que ça devrait pouvoir se passer. Entre les gouttes, David, c'est à vous de lancer le jingle.
Bon, vu qu'il y a Philippe Bilger, on sait tous que sur un malentendu ça peut passer. C'est parti pour le quiz. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Mais je les adore. connaissez bien. Mais je les adore. Allez, écoutez bien. Qui c'est qui l'a dit? Écoute, c'est David qui répond en premier. S'il n'a pas la bonne réponse, ce sont nos vraies voix qui répondent. À 3 points contre le projet de loi de finances du gouvernement. Qui c'est qui l'a dit? Ce ne sont pas des économies, c'est un hold-up. Hidalgo. Oui, bonne réponse de David. Hidalgo, la maire de Paris. Qui c'est qui l'a dit, David, à 2 points? Le Donald Trump de 2024, c'est le Donald Trump de 2016 en pire. Il n'a plus de limite. David. Ah, je sais. Je pense savoir. Non. Sandrine Rousseau. Non. Hollande. Bonne réponse de Christian. Oh, très bien. Bon. En plus, ça vaut 2 points là. Eh ben, deux points. Ouais. Question, qui c'est qui l'a dit? 3 points. C'est la 2e fois en 8 ans qu'une femme se voit interdire la Maison Blanche. Ça veut dire quelque chose de la peur des hommes de MeToo, du wokisme. David, c'est pas une femme politique, c'est une journaliste. Oui. David. Ah, c'est pas une journaliste, punaise. Françoise Degois. Non, oui, je l'ai dit. Non, mais tu as dit avant. Je l'ai dit avant que tu lèves le doigt pour autoriser à parler. Non, on met 3 points à chacun, parce que c'était en même temps. Mais non, non, pourquoi? 3 points chacun. Non. L'intégralité des points et même plus. Allez, on part. Non. Mais attends. Mais c'est parce que je suis enrhumé. Avant que Philippe Vous dites que j'ai pas une voix. Qui c'est qui l'a dit à 3 points encore une fois sur la réélection de Donald Trump? On ne s'est pas préparé à cette hypothèse. Alors il a fait de la politique, il a fait plein de choses. Hein. Un visiteur du soir. Visiteur du soir, David. Ouais. David. Là, franchement, un visiteur du soir. Bon, allez, je vais dire Attali, mais bon. Bonne réponse de David. Jacques Attali, bravo, pas mal. Oui. Qui c'est qui l'a dit? 3 points sur la victoire de Donald Trump. On a tort d'enterrer trop tôt les hommes qui défendent les véritables aspirations populaires. David. Du Bardella, ça? Non. Peut-être. Non, c'est une eurodéputée. Sarah Knafo. Bonne réponse de Michael Sadoun. Sarah Knafo, députée Reconquête. J'allais dire Zemmour, mais une femme. Qui c'est qui l'a dit, David, à 3 points? Quand on me dit que le déficit en 2024 sera à 6,1%, c'est le choix du gouvernement actuel. David. Bruno Le Maire. Ouais. Bonne réponse. Magnifique. Il est bon, mais qu'est-ce qu'il est bon, David? Bravo. Je kiffe. Question, qui c'est qui l'a dit? 2 points sur la fermeture de 2 usines Michelin. C'est la Macronie qui est responsable de ce type de catastrophe depuis 7 ans. Ruffin? Non. C'est bien fort. Mélenchon. C'est la Non. mort. Mélenchon, il n'est pas là. Non, on n'est pas mal. Bompard. On est- Même non. Bord que Bompard. Roussel. C'est Non. une femme. Une femme Guettet. Il l'a dit dans le doigt, Guettet. David l'a dit dans le casque, Clémence Guettet. Clémence Guettet. Mais c'est Je pas n'ai aucune confiance dans l'art. Ce n'est pas le nom de Mais il l'a dit, Philippe n'est-ce pas, Marie? Mais vous l'avez Attendez, raté. attendez, on demande la VAR, s'il Et vous plaît. Marie qui écoute. Il l'a dit. On On l'a a dit, dit, il l'a dit. Ah mais Marie, j'ai confiance en elle. Qui c'est qui l'a dit à 2 points encore sur la réélection de Trump? Il y a des raisons d'être inquiet d'un point de vue économique, géopolitique, climatique. David. Pensez à Philippe Bilger. Vous avez parlé de lui. Si je pense à Philippe Bilger, j'ai pensé à tout sauf à de la politique, mais. Qui Alors Retailleau. Non. 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 L'autre. Non. Non. Mais non. Mais les chouchous. Les Bisous, chouchous. bisous, chouchous. Chouchou de Philippe Mais Bilger. le chouchou, le petit chouchou, c'est qui? J'ai un chouchou. Non. Attal. Bah oui, bonne raison, Gabriel Attal. Je vais dire, mais bien sûr, c'est pas possible. Mais vous trouvez que j'ai une voix voilée comme un amour, c'est ça? Vous m'entendez pas quand je parle? Non, mais mon cher. Mais je vais crier maintenant. Mickaël, vous aviez gagné contre Benoît, mais vous avez perdu contre Non, il a triché contre moi. Les enfants, Et là, il les a enfants. gagné De toute façon, le vainqueur est connu, c'est David. Oui, bah bravo. Il a fait 11 points. Bon, je vais vous faire une remarque. Je pense que Michael Sadoun et Benoît Perrin ne passeront pas leurs vacances ensemble. Mais si, mais il va falloir un témoin. David, merci 1000 fois d'avoir joué avec nous. Merci beaucoup d'avoir été notre vraie voix du jour. Et on remercie tous, bien sûr, Christian Flech. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Ancien patron de la police judiciaire parisienne. Vous revenez quand vous voulez. On fait une petite pause. Le journal, la météo, je reviens dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est ravis de vous accueillir encore aujourd'hui. Philippe Bilger, avec nous, Benoît Perrin, de Contribuables Associés, et puis Mickaël Sadoun qui est avec nous. Ça va les amis? Ça va, super. Ouais. Ah oui, C'est Philippe Bilger qui a gagné au Qui c'est qui l'a dit? Ah non, c'est l'auditeur. D'accord, vous êtes sûr? C'est l'auditeur, mais j'étais bon deuxième. Oui, mais... je crois que c'était moi, non, le deuxième. Attendez, je ressors le tableau d'affichage, excusez-moi. Non, vous avez eu 2 points. Non, deuxième, c'est Mickaël et Benoît. On a égalité, Mickaël. Franchement, Vous êtes le dernier? je suis étonné. Je suis le dernier. Oui, c'était le dernier, oui. Philippe, c'est parce qu'on jouait à qui perd gagne. C'est pour ça que je dis que c'est vous qui avez gagné. Voilà, c'est pour ça. Franchement, il y a des aberrations. Oui, exactement. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Eh bien, je vais dire à ceux qui se bercent d'illusions qu'il y aura peut-être en 2027 un Trump français qu'il n'y en aura pas et qu'il n'y en aura jamais. Allez, très bien. En attendant, 0826 300 300, vous nous laissez des messages et nous les écoutons. Philippe de Narbonne, voilà, ben c'est surtout l'état des médias français, quoi, parce que bon, mis à part Sud Radio qui a des débats qu'on va dire équilibrés avec le pour, le contre, d'accord. On a assisté à un pachotage de Harris tout le long, pour surtout tout le reste des médias. C'est surtout ça qui est grave. Voilà. Bravo encore à Sud Radio. Merci Philippe pour ce message. Je ne peux que l'approuver. Oui. Finalement. Mais Françoise de Gouet disait hier que non, ça avait été équilibré dans les médias français entre pro-Trump et pro-Harris. Il parlait de ça. De ces émissions d'hier, oui. Ah non, pas du tout. Enfin, les médias étaient d'une haine systématique à l'égard de Trump. Donald Trump. Non. Mickaël Sadoun. Oui, moi je leur en veux même pas de ne pas avoir su prédire le résultat, parce qu'on sait que l'expertise en général sert à éclairer le passé, éventuellement le présent, mais jamais l'avenir. Ça c'est sûr et certain, les experts ne prévoient jamais rien. Ça relève de l'intuition personnelle. Bon bah voilà. Mais en tout cas dans le traitement de l'information. De la volonté peut-être personnelle. C'est-à-dire qu'ils envoient ce qu'ils c'est certainement une projection aussi de leur opinion personnelle. Évidemment, les médias français sont orientés, on l'a dit 1000 fois. Voilà. Ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu d'analyse d'avant et surtout, il n'y a pas d'analyse d'après. C'est-à-dire très concrètement, qui explique la raison pour laquelle une grande majorité, c'est-à-dire parce qu'il a quand même gagné le vote populaire, c'est-à-dire qu'il a eu plus de voix que Harris, la raison pour laquelle les Américains ont voté pour lui, j'attends toujours les explications. Donc, ni explication avant, ni explication après, parce qu'effectivement, la réalité peut déranger. C'était une femme et qu'elle était racisée. C'est ce qu'on dit certains. Mais je vais en parler dans mon tour de table. Très bien. Écoutez, bougez pas. Ne vous inquiétez pas. Il va pas nous engueuler non plus. C'est quoi ce petit ton, Mickaël Sadoun? Il a pris de l'assurance. C'est terrible, tu vois. Il faut qu'on le serre avec. C'est notre fils, on va le serrer. C'est serré. C'est l'éducation, c'est ça. C'est terrible. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le coup de gueule de Philippe David. Le Trump français, ça ne marchera jamais. Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On a compté avec Philippe David, pardon. Vous êtes bien plus nombreux qu'il y a 5 minutes. Oui. On a compté. Absolument. On a compté, on a mis du temps. On a mis 5 minutes à compter, mais on a compté. Ça, je peux vous assurer que oui. En attendant, Philippe Bilger est avec nous, Benoît Perrin et Mickaël Sadoun. Et vous, 0826 300 300, Aude vous attend, bien entendu, derrière ce téléphone. Et puis le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui pourrait s'appeler Lourdes, tant certains semblent se bercer d'illusions en espérant un Trump français pour briguer nos suffrages en 2027. Pourquoi Lourdes? Parce que bien évidemment, il faudrait un miracle pour que cet homme ou cette femme providentielle arrive. Il faudrait un miracle parce que, si on regarde bien, un des principaux reproches faits à Donald Trump de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est celui d'être milliardaire. Et si on regarde les choses en face,
Comme disait un ancien président de la République, alors qu'il était premier secrétaire du Parti socialiste. Oui, je n'aime pas les riches. Je n'aime pas les riches, j'en conviens. Oui, car en France, on n'aime pas les riches, parce qu'on n'aime pas la réussite, et que malheureusement, il n'y a pas de peuple plus jaloux que les Français. Il suffit de voir les réactions outrées quand un sportif, un acteur, un chanteur ou un grand patron gagne beaucoup d'argent pour s'en convaincre. Tout le contraire des USA, où même l'ouvrier est heureux de voir la réussite des autres en pensant à une chose, réussir lui aussi. Regardons d'ailleurs les choses en face. Le tabou numéro 1 aux États-Unis est le sexe, tandis que le tabou numéro 1 en France est l'argent. Ceci s'explique peut-être par le fait que pendant des années, le logiciel de pensée de la gauche a été Marx, qui considère que s'enrichir se fait en exploitant les autres, tandis qu'à droite, le logiciel de pensée était la doctrine sociale de l'Église, qui dit que si on a trop d'argent, c'est qu'on ne le partage pas assez. Marx et Jésus réunis, il n'y a qu'en France que ça pouvait arriver. On a beaucoup reproché à Pompidou ou à Macron d'avoir travaillé chez Rothschild, alors imaginez les réactions si un milliardaire français décidait de se présenter à la prochaine présidentielle. J'ai pas besoin de faire un dessin. Alors à ceux qui attendent un Trump français, je leur paraphraserai Winston Churchill, wait, you will not see. Si on reste sur le plan évidemment de la fortune, je vous rejoins totalement. Vous l'avez souligné, la France n'aime pas les milliardaires, n'aime pas les riches, parce qu'il y a dans le sentiment collectif une aigreur à l'égard de ceux qui possèdent beaucoup. Mais si on regardait sur le plan de la psychologie dans le passé, en poussant un peu, on aurait peut-être pu avoir avec le Jean-Marie Le Pen de la grande époque et Bernard Tapie quelque chose qui aurait pu être du même acabit. Mickaël Sadoun. Alors moi, je suis très étonné, mais je suis pas d'accord avec vous. Je trouve que c'est un mythe de dire que la France n'aime pas les gens qui ont de l'argent. La France est un pays dans lequel on peut faire de grandes fortunes. L'année dernière, la personne la plus riche du monde était française. Elle s'appelait Bernard Arnault. Oui. La femme la plus riche du monde était française. Elle s'appelait Madame Meyer-Bettencourt. Absolument. Et la France est le 3e pays dans le monde qui compte le plus de millionnaires en patrimoine. En valeur absolue, après la Chine et les États-Unis. Mais ça ne veut pas dire que les Français aiment ça. Oui. Ah bah, ils les aiment, ils le sont eux-mêmes relativement riches. Et je pense que les Français n'ont pas d'hostilité envers les riches. Par contre, ils sont très soucieux de savoir comment les gens gagnent l'argent. Et ils ont une espèce de jugement moral vis-à-vis de certaines professions et pas vis-à-vis certaines d'autres. Je pense que ça ne dérangerait pas des Français de savoir que des médecins gagnent des sommes faramineuses parce qu'ils estiment que c'est un apport colossal à la société, mais en effet, ils n'arrivent pas à percevoir, peut-être par défaut de culture économique, ce qu'un grand patron est capable d'apporter à une société, donc ils trouvent qu'il y a des écarts de rémunération trop importants. D'ailleurs, c'est une considération qu'on peut avoir. Henry Ford lui-même disait, à son époque, c'était quand même un grand capitaliste, que les écarts de rémunération dans une entreprise devaient aller maximum de 1 à 40. Aujourd'hui, on est dans des écarts de 1 à 1000, voire 1 à 2000. Donc, en effet, il y a un questionnement derrière ça. Je trouve que les Français sont un peuple intelligent. Évidemment, il ne faut pas faire de l'excès non plus, leur expliquer que oui, les grands patrons ont parfois énormément de talent, qui consacrent une vie entière à cette activité et que donc ils méritent une rémunération en conséquence, mais je ne leur ferai pas ce reproche aux Français. Non. Benoît Perrin. J'ai plutôt l'impression que ce sont les journalistes qui n'aiment pas les gens riches. Parce que les Français... François Hollande, qu'on a entendu, il n'est pas journaliste. Alors, journaliste ou politique, mais je veux dire, globalement, j'ai pas l'impression que les Français aient une détestation particulière ni pour l'argent, ni pour ceux qui réussissent. En revanche, ce qu'on peut observer, c'est que les gens, et Philippe l'a très bien dit, j'allais citer Bernard Tapie, on a l'impression qu'en tout cas, que les gens qui sont dans les affaires, qui s'engagent dans le monde politique, ça se passe toujours mal pour eux. Et donc, je pense que c'est assez dissuasif pour des gens du privé de s'engager, enfin des gens du privé, en tout cas des chefs d'entreprise, de s'engager dans la politique parce qu'ils savent qu'ils vont être traqués partout. Alors, après, je crains qu'effectivement, à cause de ça, à cause des médias qui encore une fois n'aiment pas les chefs d'entreprise, je crains qu'effectivement on soit condamné à avoir un personnel politique qui soit cantonné en quelque sorte aux apparatchiks. Là où je mettrais aussi un bémol par rapport à ce que vous dites, je donne jamais mon avis, mais au moins c'est pour nourrir, il y a la fortune de famille qui est différente de la fortune de je me suis fait tout seul comme un Tapie ou comme un Trump et qui effectivement a une valeur différente que celle de la transmission. C'est pas un crime d'avoir des parents qui ont réussi non plus. Non, mais ça a une différence en tout cas de valeur de la transmission ou de l'héritage. Et puis parfois des riches ne sont peut-être pas détestés, mais on ne les aime pas moins à cause de leur fortune qu'à cause de la psychologie qu'on leur prête. Je pense qu'un Bernard Arnault, par exemple, n'est pas détesté parce qu'il est la première fortune mondiale, peut-être, ou que sais-je, à cause de sa psychologie, peut-être qu'il paraît froid. Mais Philippe, souvenez-vous lorsqu'il avait fait un don au Resto du Cœur, je crois que c'était
Notre-Dame. Enfin, il on avait était été tombé lynché. dessus. On était tombé dessus. Tous les milliardaires qui avaient fait donner des fortunes, Pinot aussi, s'était fait lyncher. Je trouvais ça. Mais... En tout cas, moi, je suis très riche de vous avoir. Voilà. Merci. Bravo. On est riche que de ses amis. Voilà. Oui, écoutez, moi, je vais prélever votre ISF alors. Moi, j'en ai pas. En revanche, c'est peut-être moi qui vais vous faire un. Je vais vous balancer. Un nouvel impôt pour Cécile de Je vais vous balancer au fisc. Allez, comme ça vous fera les pieds. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Philippe Bilger voulait parler d'un entretien intéressant dans Lyon Capitale avec le procureur de Lyon, un métier que vous connaissez bien. C'est bien, Cécile, pardon de revenir sur l'argent une seconde, c'est bien la Calas qui disait d'Onassis qu'il était beau comme Crésus. Oui, c'est très joli, c'est vrai. Mais oui, je voulais parler de cet entretien avec le procureur de Lyon qui s'appelle, je crois, Thierry Tran. Les 4 pages sont tout à fait passionnantes. Il explique comment la justice fonctionne, pourquoi les critiques qu'on lui adresse sont parfois assez perfides, injustes, mais à un moment donné, il dit une chose qui m'a frappé et que je pense fausse. Il dit textuellement: aujourd'hui, la société est plus sûre qu'hier. Alors, on vous dit peut-être pas dans la même société, dans la même ville, mais il me semble, même au doigt mouillé, sans faire référence à des statistiques savantes, qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que la société est plus sûre. Non, franchement, ça ne me paraît pas vrai. Vous êtes d'accord, Mickaël Sadoun? Même en se référant à des statistiques savantes, tous les chiffres confirment qu'il y a eu une explosion de la criminalité, de la délinquance. Alors peut-être un peu moins je dirais des actes de vol ou de cambriolage. Les atteintes aux biens sont plutôt en diminution, je crois, tendancielle, mais les atteintes aux personnes explosent et c'est confirmé par des experts qui ne sont pas vraiment des chantres de l'extrême droite. Alain Bauer, je crois, qui est d'une tendance plutôt centre-gauche, quoi. Il était proche de Rocard. Explique que l'homicidité, c'est-à-dire l'indicateur qui comprend les homicides plus les tentatives d'homicide, explose depuis 20 ans, littéralement. Je crois a été multiplié par 2 ou par 3. Donc je ne comprends pas qu'on soit dans la négation de ça au nom d'idéologie politique. Et la violence oui, mais c'est plus de la violence. On a passé l'hyper-violence, bien sûr. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. J'aurais rêvé d'écrire cette chronique. Voilà. Et ben voilà, c'était pas Philippe Bilger, vous êtes un phare de la pensée. Oui. Ah, il est adorable, Benoît. Moi, je m'en fiche qu'il ne pense pas, je l'adore. Mickaël Sadoun, la défaite de Kamala Harris, les médias français se trompent. Oui, j'entends depuis hier des interprétations sur la défaite de Kamala Harris. Je crois que c'est une banalité, peut-être ce que je vais dire, mais qui pour moi passe totalement à côté de la réalité. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup qu'elle aurait perdu parce qu'elle était une femme de couleur. Je rappelle accessoirement que Barack Obama a été élu président, qu'il l'a été pendant 8 ans, donc il me semble que l'Amérique n'a plus tant que ça un problème avec les personnes noires et on peut s'en réjouir d'ailleurs. Je crois d'ailleurs qu'il y a beaucoup de personnes dans l'électorat afro-américain et hispanique qui a voté pour Donald Trump, donc c'est ce genre de considération raciale, moi, m'énerve. J'entendais aussi Anne Sinclair dire ça fait 2 fois qu'une femme s'est vue refuser, s'est vue interdire l'accession à la Maison Blanche, comme si c'était un dû. Je veux dire, c'est probablement une des épreuves les plus dures au monde, l'élection présidentielle américaine. Pourquoi est-ce qu'on devrait l'accorder à quelqu'un sous prétexte que ce serait une femme ? Je remarque d'ailleurs que l'interdiction de l'Élysée à Marine Le Pen ne l'a pas offusquée de la même manière au nom du fait que c'était une femme. Donc simplement, les ressorts du vote pour Donald Trump, ils doivent être compris sous un angle rationnel, je crois qu'on l'a tous dit, le ras-le-bol de la bien-pensance, le retour des nations, une certaine forme de sacré qui revient aux États-Unis sous la forme des évangélistes, la souveraineté du peuple qui redevient de plus en plus centrale dans la vie politique et qui devrait revenir en Europe. C'est pour ça d'ailleurs que je dénonce l'espèce de virage fédéraliste qui a été fait depuis hier par certains hauts fonctionnaires et hommes politiques. Donc voilà, les médias français devraient peut-être comprendre qu'ils sont eux-mêmes une partie des raisons de ce vote et une partie du problème au lieu d'analyser cette victoire sous des angles
sexistes ou raciaux. Mais Michael, je suis persuadé qu'on met en avant ces fausses causes de sa défaite parce que, étant une femme, on n'a pas osé dire qu'elle était une médiocre candidate. Oui, mais ça, je suis entièrement d'accord. Et tout le monde le disait visiblement là-bas, mais on est passé à côté de cette réalité ici. Benoît Perrin. On en revient à ce que nous disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, on refuse de regarder les choses dans leur, d'essayer de décrypter les choses de manière entre guillemets intelligente plutôt que de partir effectivement sur des stéréotypes qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Quand les candidats ne répondent pas aux aspirations des gens, ils sont pas élus. Enfin, je veux dire, et donc quels sont les candidats qui sont élus en général, ceux qui répondent. Quels qu'ils soient, exactement. Je veux dire, ceux qui sont élus, c'est qu'a priori, ils ont compris ce qu'attendaient les gens. Et donc, qu'attendent les gens. Alors après, on reviendra sur le sujet d'inflation, de wokisme, d'immigration massive, tout ce que vous voulez. Mais je veux dire, il y a un moment où il faut quand même se dire que les gens, c'est pas que des imbéciles qui votent uniquement sur des aspects de forme. Ils votent aussi pour, encore une fois, résoudre leurs problèmes. Sauf pour Philippe David, on l'a engagé parce qu'il manquait des chauves. Et puis, ma chère Cécile, l'essentiel du propos de Benoît fait référence à la choucroute. J'adore. Très beau. Mais en tout cas, les Américains sont pas gérotophobes. Leurs 2 derniers présidents élus, 78 ans chacun. Absolument. Allez, vous restez avec nous dans un instant, la suite du tour de table de l'actu des vrais voix. On reviendra sur le tour de l'actu de Benoît Perrin, coup de cœur pour le ministre de la fonction publique Guillaume Kasbarian. On en parle dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec une Cécile de Ménibus dans une forme exceptionnelle, un Philippe Bilger remarquable, un Benoît Perrin bien coiffé. Oui, souvent c'est les grands esprits n'ont pas beaucoup de cheveux. J'aurais dit bien coincé. Et un Michael Sadoun à son niveau, c'est-à-dire stratosphérique. Il est donc pas trop quand même, j'espère. Sinon je m'en vais. Vous ai-je tous assez flattés. Mais c'est parce qu'on est proche de Noël, là, c'est ça? Vous distribuez des petits cadeaux pour en avoir en retour? Non, c'est la journée du mensonge. Très bonne vanne. Benoît Perrin, coup de cœur pour le ministre de la fonction publique, Guillaume Kasbarian. Alors, le ministre de l'Intérieur est-il le premier flic de France? Le ministre de l'Éducation nationale est-il le premier prof de France? Le ministre de la fonction publique est-il le premier fonctionnaire de France? À toutes ces questions, je vous propose de répondre non. Ils représentent et doivent représenter l'intérêt général. Et pour une fois, le ministre de la fonction publique semble faire preuve d'un courage certain. Et plutôt que de se positionner comme le syndicaliste des fonctionnaires, il se positionne aux grandes dames de la CGT comme le défenseur du bon sens. Alors comme vous le savez, il a été nommé ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique. Et là, il propose 2 réformes de bon sens. La première, c'est débureaucratiser à tous les étages. Ça veut dire quoi, très concrètement? Supprimer des postes dans la fonction publique. Et puis deuxièmement, s'attaquer de front à l'absentéisme des fonctionnaires qui, rappelons-le, a progressé de 80% en 10 ans. Et il veut donc abaisser de 100 à 90% l'indemnité des congés maladie et surtout instaurer 3 jours de carence non payés. Bref, finalement, rétablir l'égalité. Voilà, l'égalité entre le privé et le public. 2 idées qui ont fait bondir les syndicats, logiquement plus attachés à défendre les agents que les intérêts du pays. Et au-delà du fond, les syndicats critiquent la méthode, mais là aussi, on ne peut qu'en avoir marre. Pour eux, ce n'est jamais le bon moment. C'est toujours trop tôt ou c'est toujours trop tard. Un bon responsable politique, c'est celui qui sait dire non. Et je crois que nous crevons en France des décideurs politiques qui visent à flatter tout le monde. Et qui du coup prennent des décisions qui pénalisent le pays. Et nous en payons aujourd'hui la facture avec des hausses d'impôts qui sont invraisemblables. Alors monsieur Kasbarian, s'il vous plaît, tenez bon. Ah, bah voilà. Philippe Bilger. Alors, 2 observations, mon cher Benoît, et prenez-les très bien. La première, c'est que vous avez totalement raison, mais on m'avait indiqué que la différence entre le privé et le public venait en grande partie aussi du fait que le privé n'était jamais pénalisé, par exemple, pour les jours de carence. Deuxième élément, vous êtes un homme intelligent, et la prochaine fois que vous lisez un texte comme ça, préparé à l'avance, vous n'aurez pas de choucroute. Michael Sadoun. Je suis très d'accord sur les suppressions de postes, sur l'absentéisme, etc. Après, moi, je trouve normal qu'il y ait
je dirais, un avantage à travailler au service de l'État. L'État est une entreprise comme une autre et il doit donner des avantages à ceux qui sont à son service. Je trouve ça assez normal. Et puis quelque comme part, certains grands groupes. Comme certains grands groupes. Et puis quelque part, ça compense aussi la différence de progressivité dans le salaire entre les fonctionnaires, qui soient de catégorie A, B ou C, et l'évolution d'un salaire qu'on peut avoir dans le privé, avec évidemment des transformations de carrière qui sont plus importantes. On peut passer d'une boîte à une autre, etc. Donc voilà, d'accord sur les premiers points, mais pas sur le dernier. Voilà, écoutez, très bien, puisque c'est réglé. On tourne la plage. Merci beaucoup. La page, et non pas la plage. Ah oui. Merci. Mais on est bien tourner la plage. Là, il fait un peu frais. Hein. Ça sent les vacances ou pas? Non, pas du tout. Allez, tout de suite l'info en plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Joe Biden vient de prendre la parole pour s'adresser à ses compatriotes après la victoire de Donald Trump. Il promet une transition pacifique. Joe Biden, successeur et prédécesseur de Donald Trump, configuration inédite. On imagine bien qu'il aurait voulu remettre les clés de la Maison-Blanche à n'importe qui d'autre, ou presque, en janvier prochain. Et pourtant, le encore président des États-Unis vient de livrer un discours d'apaisement. Hier, j'ai parlé avec Donald Trump pour le féliciter de sa victoire. Et je l'ai assuré que j'ordonnais à toute mon administration de travailler avec cette équipe pour assurer une transition pacifique et ordonnée. C'est ce que le peuple américain mérite. Alors traduisez-le, vous n'assisterez pas en janvier à une ressucée de ce qui s'est passé 4 ans plus tôt. Pas de Joe Biden, pas de Kamala Harris, haranguant des supporters fourche en main pour rester au pouvoir par la force. Joe Biden a aussi livré un message de réconciliation nationale au-delà des deux partis républicains et démocrates. Il faut espérer que nous pourrons faire quelque chose, quel que soit le parti pour lequel vous avez voté, pour nous considérer non pas comme des adversaires, mais comme des compatriotes américains. J'espère également que nous pourrons mettre un terme à la question de l'intégrité du système électoral américain. Il est honnête, juste et transparent. Joe Biden, qui contrairement à Donald Trump devrait donc apparaître le 20 janvier, jour de la passation de pouvoir. Peut-être quand même qu'il devra un peu serrer les mâchoires. Philippe Billiger. Belle attitude démocrate, mais je plains tout de même le président Biden dans les rapports qu'il va avoir avec Donald Trump jusqu'au 20 janvier, parce qu'il est ectoplasmique, tandis que Donald Trump sera très impatient. Vous êtes d'accord, Michael? C'est la manière de le dire. Moi, j'aimerais revenir sur le Capitole quand même, qui était une pire qu'une erreur, qui était une faute, réellement, une honte pas absolue, seulement politique, morale de Donald Trump. Avec des morts. Avec à l'arrivée des morts, évidemment, qu'il n'a peut-être pas voulu, mais en tout cas, il a fait preuve d'une irresponsabilité énorme à ce moment-là. Je trouve que c'est la grande faute de son premier mandat. Là, pour le coup, un des avantages des résultats, c'est qu'ils sont éclatants. C'est-à-dire qu'il a largement gagné, donc on est à l'abri, en fait. Et en termes de grands électeurs, quelles que soient ses convictions, le fait qu'il ait gagné largement fait qu'en fait, il n'y a pas de débat cette fois-ci, et tant mieux pour le coup. Il faudrait que la démocratie américaine, quand même, se réforme, parce que ce système de grands électeurs et de comptage de vote à la mort moelleuse, c'est quand même un gros problème. À l'élection à Paris, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à Paris, vous pouvez avoir un candidat qui a plus de voix. Hyper minoritaire. Exactement. Je suis d'accord, mais dans l'isoloir, il y a quand même plus de contrôle de l'identité, etc. Ça, c'est encore autre chose. Et élu 2 fois de suite, la légitimité, pour le coup, est là, cette fois-ci Moi, je trouve d'ailleurs, les réactions depuis son élection sont moins virulentes qu'à l'époque où il a gagné pour la première fois. Et lui-même, peut-être, mettra un petit peu de modération, un petit peu dans son nouveau mandat. Peut-être mettre une goutte d'eau dans sa carafe de vin, éventuellement. Qui va faire déborder le vase. Oui, en effet. Ou dans son Coca-Cola. Non, là, il a gagné la Chambre des représentants, il a gagné le Sénat, il a tout gagné. Il n'y a personne ne peut contester cette victoire. Les gens qui nous expliquent que le monde va basculer dans le chaos, on a envie de leur répondre que ça a été le cas en 2016, on a vu ce que ça a donné. Bon, voilà, le monde s'en est porté plutôt normalement, quoi. La preuve, il retourne aux urnes. Voilà. Merci en tout cas, Félix Mathieu. Avec plaisir. Pour tout ce bonheur, tous les jours. Un bonheur partagé. C'est vrai qu'on ne félicite pas assez Félix. C'est vrai, j'allais le dire. Ah, mais j'adore. C'est pas facile. Mais c'est parce que c'est pas facile. Féliciter Félix, c'est pas facile à dire. C'est pour ça. C'est trop dur à dire. Cécile, parce que Félix veut dire heureux, donc ça suffit. J'attends toujours les 3 mots de l'actualité qui n'ont souvent rien à voir entre eux. Ça donne un patchwork
arc intéressant. Et en plus, ça nous donne une grande versatilité des sujets, j'aime bien. Vous aimez qu'on parle de vous comme ça? Et puis c'est drôle. Si vous pouviez continuer jusqu'à 19h, je sors les popcorns. Jusqu'à 20h, même si vous voulez, et puis jusqu'à pas d'heure. Il a quelques attitudes sur le plan intellectuel, les livres de ça, un petit peu particuliers. Pardon. De quoi il parle? Là, vous êtes en train de monter un dossier là sur Félix Mathieu. Voilà. Votre famille a bien entendu, c'est bon. Voilà, on est très content de Félix Mathieu. Allez, au replay. Voilà, très bien. Allez, vous restez dans un instant. On va retour sur le Parc des Princes où un tifo géant, je vous le rappelle, aux couleurs de la Palestine a été déployé hier, arborant le slogan Free Palestine. Le PSG aurait-il dû intervenir? C'est la grande question du jour. Alors parlons vrai. Est-ce que vous avez été choqué par ce tifo lors du match PSG Atlético Madrid? Faut-il bannir les groupes de supporters ayant fait ce tifo, comme on a banni ceux de la tribune Boulogne qui avaient dépassé les limites? Et à cette question, banderole pro-Palestine, faut-il sanctionner le PSG? Vous dites oui à 71%, vous voulez réagir. Aude attend vos appels, quel que soit le club que vous supportez ou pas, au 0826 300 300. Merci de votre fidélité, on revient dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore vous entendre, j'adore les multiplexes, j'adore, voilà quoi, franchement, chapeau. Sud Radio, la radio du rugby. Ça s'est passé. Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Cécile de Ménibus, évidemment, et Philippe Bilger, Benoît Perrin et Mickaël Sadoun, et c'est l'heure du coup de projecteur des vraies voix. Ouais. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les ultras du PSG ont déployé un tifo en soutien à la Palestine. Oh là 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 là, purée de pommes de terre. En bas du tifo, on peut lire la guerre sur le terrain, mais la paix dans le monde. Bruno Retailleau assure qu'il ne s'interdit rien. Sur Sud Radio, il se dit prêt à prendre des sanctions si nécessaire après le déploiement de cet immense tifo en soutien à la Palestine. Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros. On en a gros. C'est inacceptable. C'est une bâche quand même de dizaines de mètres carrés. Les règlements du foot, de l'UEFA, etc. interdisent les messages politiques. C'est un message politique. Pas bien, il fallait pas le faire. Oh putain. Et un tifo aux couleurs de la Palestine déployé hier au Parc des Princes, une immense banderole représentant un drapeau palestinien ensanglanté, le drapeau du Liban, la ville de Jérusalem, des chars ou encore une personne portant un kéfier avec ce slogan Free Palestine. Le PSG indique ne pas avoir été mis au courant de ce projet d'affichage. Parlons vrai, est-ce qu'un tel tifo a eu besoin de complicité pour rentrer dans les tribunes? Le PSG pouvait-il ne pas être au courant, comme le disait Bruno Retailleau, vu la taille en dizaines de mètres carrés de ce tifo? Et à cette question, banderole pro-Palestine, faut-il sanctionner le Paris Saint-Germain? Vous dites oui à 71%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. C'est intéressant parce que ça n'est pas la première fois, Philippe Bilger, que ça arrive. On le disait tout à l'heure à l'antenne, alors on disait combien, je ne sais pas combien, 2000 mètres carrés à peu près, c'est gigantesque. Au moins 1000 mètres carrés. Ça tombe pas du ciel. Voilà. Alors, je ne suis pas très au fait de la réglementation des banderoles, des tifos avant le match, puisque j'ai déjà assez de mal à convaincre certains de l'inutilité de carton rouge et notamment notre spécialiste qui a la particularité d'avoir des prévisions qui sont à chaque fois démenties par les résultats. Je vous arrête, j'ai eu bon pour le pronostic de PSG Atlético Madrid dans les vraies voies du foot. Plus sérieusement, ça va. Je ne sais pas comment ce tifo a été construit. On peut peut-être présumer qu'il a été à l'intérieur du stade, je ne sais pas comment, mais là, sous votre contrôle, est-ce qu'il n'était pas concevable pour le PSG à partir du moment où il ne peut plus dire qu'il n'est pas au courant puisqu'il s'étale forcément de manière ostentatoire, qu'il intervienne pour le faire disparaître? C'est une question que je pose. Et puis ensuite, je ne serai pas hostile, moi, à l'interdiction durant 6 mois de telle ou telle tribune. Mickaël Sadoun. 3 choses. La première chose, c'est qu'on ne peut pas penser que le Qatar, que le club n'était pas au courant
de la création de ce tifo qui a probablement duré plusieurs mois, pour avoir parlé avec quelqu'un qui connaît des ultras, il m'a dit que c'était scrupuleusement vérifié et qu'on pouvait même pas emmener un drapeau sans que ce soit contrôlé. Donc ça m'étonnerait que ça ait totalement échappé au contrôle de sécurité. Mais bon, on verra qui est responsable dans cette affaire. La deuxième chose, pour le coup, sur laquelle il y a une certitude, c'est que ce drapeau charrie des symboles évidemment de haine envers Israël et pas de paix. On a vu évidemment la mosquée Al-Aqsa ensanglantée, qui appartient à une iconographie qui est reprise par le Hamas et notamment par les brigades Al-Qassam, qui sont donc la branche armée du Hamas. Donc il n'y a pas trop d'ambiguïté sur le fait qu'il y a évidemment une haine d'Israël plus qu'une solidarité vis-à-vis des Palestiniens. Puis la dernière chose, c'est que s'ils avaient voulu faire un tifo de paix, il y en a eu d'autres, et pour le coup qui n'étaient pas ambigus sur la question. Un drapeau palestinien qui était cousu à un drapeau israélien, ça c'est un symbole de fraternité sympathique qu'on peut accepter dans un stade, mais pas cette espèce d'appel à la haine ensanglanté et dégueulasse. Est-ce que ça aurait été considéré, votre proposition, comme un tifo politique tout de même ? Je ne sais pas, mais moi j'ai vu des images en tout cas c'est porteur de paix. Voilà, je trouve que c'est porteur de paix. Et il me semble que ça a plutôt été admis, puisque je sais pas, j'ai vu des images tournées et puis des cousins m'ont envoyé ça. Voilà. Benoît Perrin. Alors ce que je comprends pas bien, c'est que le porte-parole de l'UEFA dit il n'y aura pas de cas disciplinaire puisque la banderole déployée ne peut être considérée comme provocatrice ou insultante dans ce cas précis. Et quand on regarde les archives un peu du foot, on s'aperçoit quoi ? On s'aperçoit que le Celtic de Glasgow en 2023 eh bien, a été sanctionné. Alors c'est symbolique, hein, en l'occurrence l'amende était de 17 500 € parce que ses supporters avaient brandi des centaines de drapeaux palestiniens face à l'Atlético de Madrid. 2022, au stade Vélodrome, l'OM joue contre un club d'Azerbaïdjan. Les supporters déploient une banderole pro-Arménie. Amende de 40 000 €. Et là, on nous explique que ça ne doit pas faire l'objet d'une sanction. Donc déjà, incohérence absolue. Ah oui, là, franchement, deuxièmement, incohérence évidemment du club. Je veux dire, quand on voit la taille du tifo, on ne peut pas penser un quart de seconde que le club n'était pas au courant. Et on vient au troisième point qui est à mon avis que la politique n'a vraiment rien. Dieu sait comme on adore tous la politique, mais comme elle n'a vraiment rien à voir à faire dans des stades de foot, c'est prendre des risques idiots. Je veux dire, le foot, c'est un affrontement entre deux équipes, c'est effectivement presque une allégorie de la guerre, mais en revanche, pas de politique dans le sport. Je veux dire, c'est vraiment prendre des risques bêtement parce que c'est ajouter un problème à un problème. C'est-à-dire, vous avez déjà une guerre entre deux équipes, vous n'allez pas en plus rajouter un problème politique sur un affrontement qui est en plus très viril. Que vous venez de rappeler, Benoît, si elle est confirmée, c'est extravagant. Ce tifo, il est clairement... par rapport à la banderole pro-Arménie, où il y a beaucoup d'Arméniens à Marseille, faut-il le rappeler, 40 000 €, mais c'est complètement fou de poids de mesure, non ? Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est pas la première fois qu'on peut avoir des doutes sur l'équité de ces instances sportives. Et puis on parlait de la proximité avec le Qatar, tout ça. En tout cas, le directeur général du PSG est convoqué chez Bruno Retailleau, donc on verra ce qu'il en sortira, parce que c'est spectaculaire quand vous regardez la taille. Pardon, moi je suis halluciné de la taille et du nombre de gens qu'il faut pour le déployer, et donc qu'il y ait une espèce de cohésion totale dans cette tribune. Je trouve ça incroyable. La question du Qatar aussi quand même reste entière, parce que je ne crois pas non plus à une complicité politique avec ce genre de symbole, mais ça pose quand même une question, dans la mesure où en effet le Qatar est un vecteur de propagande islamiste, via notamment Al Jazeera, que le Qatar est un des grands financeurs du Hamas. Il est d'ailleurs un interlocuteur central dans les discussions internationales, et tant mieux qu'il soit là aussi. Mais il y a une question aussi sur la manière dont la France s'est progressivement vendue pièce par pièce au Qatar. Je pense que ce moment où on s'est vendu, où on a été achetable, est un moment où on a perdu une part de notre liberté aussi. Je n'ai pas vu le détail du match, mais est-ce que le président Sarkozy était à côté du président du PSG? J'ai regardé le match, mais alors je sais pas. Intéressé, ça. J'étais tellement désespéré par le jeu que quand il montrait les tribunes, je me prenais la tête dans les mains, soit dit en passant. Alors visiblement le tifo était enroulé dans un autre tifo, donc peut-être caché à l'intérieur aussi. Alors peut-être que ça peut changer
la nature en tout Oui, cas. mais il est resté quand même affiché très longtemps. En général, si on veut qu'il sorte, on envoie les stadiers, les CRS, etc. Et Dieu sait si dans les tribunes populaires, il y a des stadiers et des CRS, c'était la tribune Auteuil, on aurait pu faire quelque chose. Est-ce que finalement, on se dit pas en écoutant Bruno Retailleau ce matin sur Sud Radio, que une fois de plus, on ne peut pas compter sur les instances du football et que c'est peut-être les instances politiques qui vont prendre le relais? Michael Sadoun, Benoît Perrin, Philippe Bilger. Parce qu'il a été quand même clair ce matin, Bruno Retailleau, la preuve, il y a convocation directement. Il a été très clair. L'interview d'ailleurs était très très bonne. De la Fédé, absolument. L'interview était très bonne et très claire. Voilà, moi simplement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je regrette qu'on soit pas dans la sanction et qu'on soit immédiatement dans le registre de l'interdiction. Il faut préserver le folklore, mais juste expliquer aux gens que la politique n'a pas sa place sur les terrains. Point barre. Benoît Perrin. Est-ce que quelqu'un a regardé les journaux espagnols? On ne sait pas ce que. Non, ça aurait été intéressant de savoir. J'ai pas regardé. C'est une très bonne question. Quelle faute. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'UEFA est composée de personnalités qui sont, pour une grande partie d'entre elles, très sulfureuses. Et donc, on ne peut pas exclure le fait qu'il y ait quelques connivences ou quelques jugements, comment dire, un peu, à deux vitesses entre le PSG et d'autres clubs. Voilà. Donc oui, forcément, les pouvoirs publics sont obligés de s'en mêler. Merci. Et moi, pour conclure, si vous avez vraiment voulu rendre service à leur club, ils auraient dû faire un tifo, travailler les frappes au but à l'entraînement, parce que quand on voit la quantité qui cadre, je pense qu'ils le travaillent vraiment pas assez. Mais ça, c'est que mon point de vue, Cécile. Oui, on le partage. On va travailler dessus, alors, Philippe. Pour une fois qu'on partage un truc, il faut en profiter. C'est le moment, on est proche de Noël, hein, il va se passer des trucs positifs. Vous allez loin, c'est un miracle. Merci beaucoup, Philippe Bilger, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Benoît Perrin, directeur de... Je vais y arriver. Contribuable associé. Oui, dont je fais Là, partie. vous avez gagné un contrôle fiscal. Je suis contribuable. On est tous contribuables. Oui, mais bien beaucoup trop. C'est ça. Que vous le soyez. Bon, encore. Que moi. Bon, avec tout ce que je vous donne. Merci, Michael Sadoun, d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va parler automobile avec Philippe David. Bien entendu, les vraies voix qui font rouler la France, avec des ventes en chute libre, des sous-traitants en faillite et bientôt des fermetures d'usines en France et à l'étranger. C'est plutôt dramatique. 2025 devrait être une année noire, en tout cas pour les constructeurs automobiles. On en parle dans un instant.